Désolée. Donc j'espère que je serai aussi habile pour jongler avec les diapos ou qu'elles vont se tenir calmes. La question était, est-ce que la ventilation, je parle du point de vue pédiatrique, hein, puisque on va revenir aux essais thérapeutiques. À l'heure actuelle, les thérapies innovantes, c'est chez l'enfant que ça se pose. Donc juste pour vous rappeler la problématique, dans la ventilation non invasive chez l'enfant, le neuromusculaire, ça représente à peu près 30% des enfants qui ont besoin d'une ventilation non invasive. La deuxième chose, c'est que donc c'est une étude qui a été faite l'année dernière dans, je crois que c'est PLOS ONE, et où il y avait eu une étude de toutes les revues, et vous voyez qu'il y a une 60aine de papiers qui est porté sur la ventilation non invasive chez l'enfant, donc beaucoup moins que chez l'adulte. Et la dernière chose, c'est que le neuromusculaire, ça se résumait à en gros une dizaine de papiers, là aussi chez l'enfant. Et quand on restreignait encore plus, on s'apercevait que l'immense majorité des papiers étaient concentrés sur une pathologie chez l'enfant, qui est la myotrophie spinale, en particulier la myotrophie spinale type 1. Raison pour laquelle, comme à l'heure actuelle, les thérapies innovantes se sont concentrées sur cette pathologie, et c'est celles qui font couler beaucoup d'encre et dépenser beaucoup d'argent, j'ai ciblé mon topo sur ce sujet. Donc, rappel bref pour ceux qui ne passent pas leur vie avec les amyotrophies spinales. Classiquement, on avait une classification en 3 niveaux. L'amyotrophie spinale de type 1 avec des enfants qui décèdent en l'absence de support ventilatoire avant l'âge de 2 ans, en moyenne même la majorité vers 1 an. Le type 2 avec des enfants qui tiennent assis, qui tiennent leur tête, mais qui vont au fil des années avoir besoin d'un support ventilatoire et mettre des complications neuro-orthopédiques. Et puis le type 3, qui sont des enfants marchants qui vont éventuellement perdre la marche, avec un célèbre type 1 bis qui était un milieu qui était quand même principalement ciblé sur la nécessité d'un support ventilatoire. C'est pour ça qu'il est là. Alors après, il y a des gens qui ont essayé de subtiliser la classification. Vous allez me dire pourquoi ? Eh bien parce que dès qu'on va rentrer dans un essai thérapeutique et qu'on va essayer de prouver que quelque chose marche, on va s'apercevoir que le bon sens près de chez nous ne suffit plus à essayer de montrer des trucs significatifs et qu'on va donc stratifier pour essayer de sortir quelque chose. Donc on est arrivé à des types 1A, B, C qui correspondent à l'âge de début de la pathologie, mais qui est assez pertinent en fait. Pourquoi c'est pertinent ? Parce que dans la myotrophie spinale, en fait, la maladie, elle est probablement anté- et postnatale, et que le développement de la jonction neuromusculaire va dépendre de la précocité de l'atteinte du motoneurone, ce qui fait que si vous avez complètement détruit votre stock de motoneurones assez précocement, vous aurez de toute façon plus de jonction neuromusculaire, plus d'unité motrice, et donc vous avez très peu de chances de récupérer. Alors, dans le temps, voilà ce que c'était la myotrophie spinale type 1. Vous aviez l'âge du diagnostic. Là, vous voyez, on se passe sur 20 ans. Et vous avez un âge de diagnostic qui se balade aux environs de 3 mois. Et vous avez un âge du décès qui se balade aux environs de 6 mois. Donc, l'affaire était assez vite résumée et claire. C'était pas une très bonne maladie. Et la décision, ça avait été de ne pas mettre en place de support ventilatoire et de rentrer dans une logique de soins palliatifs. Donc, c'est les premiers papiers qu'on a posés. À ce moment-là, on a dit on va réfléchir aux soins palliatifs sur ces enfants et on a donc fait un PHRC pour le suivi de ces enfants et essayer d'améliorer leur qualité de vie, fût-elle brève, et en essayant d'évaluer comment ces enfants et comment les parents pouvaient associer la prise en charge, je dirais, le supportive care chez ces enfants. Alors, ce que je veux juste vous montrer, c'est l'évolution. Vous avez 3 périodes et qu'est-ce qu'on voit apparaître au fil du temps ? On voit apparaître qu'on utilise beaucoup la kiné respiratoire, je me cible sur la respi, qu'on aspire de plus en plus les enfants, en particulier au domicile. Tout ça sont des traitements à domicile, que la VNI reste extrêmement modeste, absente, apparaît un tout petit peu, et puis vous voyez, reste un tout petit peu présente. Que l'oxygénothérapie, par contre, monte avec le temps, la kinémotrice aussi, que l'alimentation devient plus exigeante, avec plus de sondes nasogastriques au fil du temps, et que les décès surviennent de façon inexorable. Nous étions dans le cadre d'un accompagnement palliatif, je répète, et où la réflexion était sur les soins de support à proposer. Donc, au moment où cette étude, je dirais, prenait quasiment sa fin, puisqu'elle était étalée sur 4 ans, elle était multicentrique et nationale, sont apparues les nouvelles thérapeutiques. Et à ce moment-là, nous, on a essayé de sortir de cette étude observationnelle d'histoire naturelle, puisqu'on avait plein d'enfants, entre guillemets, morts, mais on avait quand même pas mal de données à leur sujet. Et on a
particulièrement mis en évidence que, en fait, la croissance thoracique dans les premiers mois de vie était un très bon indicateur, je dirais, du mauvais pronostic futur de ces enfants et était parfaitement corrélé à leur âge de décès. Donc on faisait un rapport périmètre crânien sur périmètre thoracique et vous saviez si l'enfant allait mourir dans le mois qui suivait ou pas. Je suis un peu grossière dans mon schéma, mais c'était ça, sachant qu'évidemment le périmètre crânien, dans la myotrophie spinale, il n'y a pas d'atteinte cognitive, donc il est parfaitement régulier. Et on l'avait comparé par rapport à une population contrôle de 200 enfants en crèche. Arrivent les nouvelles thérapeutiques. Alors là, c'est le mercato. Pourquoi c'est le mercato? Parce que on va commencer avec une thérapie dont on va parler, qui est celle du splicing d'exons. Vous savez que dans la myotrophie spinale, vous n'avez pas de gène SMN1. Vous avez par contre un certain nombre de copies du gène SMN2. Et en fait, le premier traitement qui a été mis sur le marché à 320 000 € par an était celui du splicing qui permettait une augmentation de l'expression du gène SMN2. C'est le seul qui a l'AMM jusqu'à maintenant. Et puis, dans le même temps, s'est développé de la thérapie génique et puis une autre molécule qui joue aussi sur le splicing d'exons, un peu le même principe, mais qui va se donner par la bouche et donc qui a peut-être un avenir intéressant. C'est une autre façon de vous résumer la même situation, c'est-à-dire c'est les concurrents. Là, on est vraiment dans le mercato, avec CIS, la thérapie génique, Biogène, le nusinersen, c'est-à-dire le Sodexon. Ça change de nom au fur et à mesure du prix, mais bon, ça reste quand même les mêmes médicaments. Le médicament de chez Roche, qui est donc l'autre type de traitement de correction de surexpression de SMN2, mais avec un traitement Péros, et puis deux autres qui sont dans les tablettes. Celui de Novartis, en cours de route, a un peu perdu le champ parce qu'il était trop toxique. Donc, on voit apparaître ces nouveaux médicaments, on va revenir rapidement sur les effets, et on voit apparaître au même moment une kyrielle de standard care qui apparaissent, c'est-à-dire d'obligation de soins ou de recommandation de soins. Et c'est intéressant parce que cette recommandation de soins, on pourrait imaginer qu'elle est à minima, et en fait, c'est l'inverse, elle va être à maxima. C'est-à-dire qu'on va monter le niveau d'exigence de soins de ces enfants. On va dire, il faut qu'ils soient gros et gras, il faut qu'ils aient une gastrostomie, il faut qu'ils aient une VNI, il faut absolument les prendre en charge de façon proactive et de plus en plus proactive. Ce qui était un peu l'inverse de la discussion qu'on avait eue les 20 années précédentes où on était dans du soin palliatif. Donc un discours, même vis-à-vis des parents et du soin, qui a complètement changé. Donc la première molécule, le nusinersen, donc je vous ai dit, on fait un petit saut d'exon et en fait on réaugmente l'expression du SMN2 et état de choc dans le Landerneau. Je vous avais dit que les types 1, ils étaient tous morts avant 2 ans. Et voilà le premier papier publié qui vous montre une courbe de survie qui n'a plus rien à voir, c'est-à-dire ces enfants ne meurent plus, ils vivent. Mais sont-ils guéris? C'est là que les ennuis commencent. Parce que, évidemment, fort de ce premier diaporama, que je vous ai montré, ça marche super bien pour moi, fort de ce premier diaporama... Évidemment, ils ont eu l'autorisation de mise sur le marché par la FDA et l'EMA quasiment de façon simultanée, c'est-à-dire ça a été une entrée en force sur le marché où on n'a même pas eu le temps, nous, de reprendre notre souffle, que clac, le médicament était là et tous les parents étaient à la porte en criant « traitez-nous, traitez-nous, traitez-nous ». Voilà, donc ça, c'est ce qui s'est passé, c'est-à-dire vous avez la FDA qui dit d'accord, allez-y, l'EMA qui n'est pas beaucoup plus courageuse, qui est l'autorité européenne qui dit aussi ben, allons-y, mars 2017, la France qui est une sorte de panier percé qui dit allons-y pour les ATU, et puis on arrive en gros à mai 2017 où là, en gros, on peut traiter les enfants, il suffit de faire une prescription dans un centre référent. Et donc nous, les neuropédiatres, on se retrouve quand même un peu en état de sidération, où en gros tout le monde est éligible, les types 1, les types 2, c'est des injections intratécales, je vous rappelle, le coût estimé d'environ 320 000 €, et nous on est dans l'ennui, et même l'autorisation arrive pour les types 3 en avril 2019. Donc on se dit, en urgence, il faut faire un registre, essayer d'évaluer les choses, parce qu'autrement on ne va pas s'en sortir, on ne sait pas ce qu'on fait. Donc on décide de faire une réunion Webex tous les mois, pour essayer de définir quels enfants on doit traiter, quels enfants ne sont pas éligibles au traitement et comment on va suivre ces enfants. Le tout sans moyens, je vous rassure. C'est-à-dire on nous dit vous faites, mais on ne nous file rien pour le faire.
Donc, on essaie de voir ce qui se passe. Et là, c'est pour vous le faire en bref. Vous voyez qu'en fait, dans les types 1, on va se retrouver avec une vingtaine d'enfants traités et une 40 environ qui n'ont pas été traités dans le même temps et qui sont donc décédés. Les types 1 bis, qu'on va appeler les 1C dans la classification nouvelle, on en a environ une quarantaine de traités. Les types 2, 140, et les types 3, une quinzaine, sachant qu'initialement, on n'était pas censé traiter les types 3. Donc, on regarde ce qui se passe. Ça, c'est un peu le tableau et c'est des données qui sont en cours de publication sur la population. Vous voyez qu'on se retrouve avec un bon nombre d'enfants traités, 199 enfants rentrés dans la base de données, 136 qui sont au moins traités depuis 1 an, puisqu'on veut essayer d'avoir un peu de recul face aux choses. Et puis, on voit aussi que ça s'étale entre les 1, les 1 bis. Il n'y a pas beaucoup de 1. Et les types 2. Et là, on va essayer de les évaluer avec des échelles motrices. Donc jusque-là, rien de très nouveau, puisque dans tous les papiers qui sortent, il est annoncé qu'il y a une amélioration motrice chez ces enfants-là, non contents de ne pas mourir, puisque c'était la première règle. La deuxième chose, c'est qu'il semblerait qu'ils améliorent leur fonction motrice. Alors, comme toujours, c'est toujours difficile, mais chez les types 1 qui sont les plus petits, on va voir un score de Hein. Le type 1, c'est des enfants qui avaient moins de 1 an généralement quand ils ont été traités. On va voir un score de Hein qui va s'améliorer. Le score de Hein, la meilleure fonction que vous puissiez avoir, c'est être debout, assis, tenir sa tête et se retourner. C'est un score extrêmement rustique, mais on voit très bien qu'à 1 an, il y a une amélioration du score de Hein. Donc vous dites, pourquoi les docteurs sont de mauvais poil comme ça ? C'est que quand on prend les enfants plus grands, c'est-à-dire plus de 2 ans, et qu'on fait donc ce qu'on appelle une échelle MFM, qui est la mesure de la force motrice avec 3 dimensions, une dimension D1 qui est sur la force axiale, et la marche, une dimension D2 qui est la proximale et D3 la force distale, on va voir que les choses sont un peu différentes quand les enfants sont un peu plus vieux. Donc on voit que le D1, il ne se passe rien, c'est-à-dire que ces enfants, on les a peut-être traités, mais ils ne marchent toujours pas, ils ne tiennent pas debout. Que le D2 montre une amélioration indiscutable de la force proximale et une partie axiale, c'est-à-dire qu'ils tiennent mieux leur tête. Pour un certain nombre, ils tiennent mieux assis alors qu'ils étaient plutôt prévus de ne pas tenir assis. Et le D3 est aussi un peu amélioré. Ce qu'on voit aussi, c'est, on arrive au respiratoire, c'est qu'au niveau respi, c'est moins simple qu'il n'y paraît. C'est-à-dire que ceux qui étaient trachéotomisés restent trachéotomisés. Il y en a même un qui a gagné la trachéo en plus. Ceux qui avaient une VNI restent en VNI. Il y en a même qui ont augmenté leur temps de VNI. Donc, la situation n'est pas si simple que ça en termes de soins de support associés. Et quand on voit pour l'alimentation, là aussi, on voit plutôt une augmentation du nombre de gastrostomies. Alors vous allez me dire comment ça se fait ? Parce que des enfants qui étaient alimentés avec une sonde gastrique, ils vont vieillir un peu et on va quand même décider de leur mettre une gastrostomie, ce qui est beaucoup plus confortable pour eux. Mais on voit qu'en fait, on a augmenté leurs besoins en soins. Donc, ils ont amélioré d'une certaine façon leur autonomie motrice. Là, je glisse en effet le score de qualité de vie. Nous, on a juste posé une question qui est un indice qui est un indice entre guillemets de satisfaction des parents, c'est-à-dire est-ce qu'ils ont l'impression que la situation s'est un peu améliorée, beaucoup améliorée, pas du tout améliorée, c'est aggravé ou très aggravé. Et je vous rassure, 90% d'entre eux trouvent que la situation est stable, voire meilleure. Personne ne trouve que ça s'est aggravé. Donc, même si entre-temps on a dû ventiler leur enfant. Donc, ce qui prouve qu'on n'a pas tous la même échelle de bénéfices. Alors, dans le même temps, les Allemands avaient fait donc une étude, et ce qui est intéressant dans leur étude, c'est que eux, vous voyez, ils avaient 61 enfants, ils avaient beaucoup de types, alors ils ont raisonné par leur copie, mais ça veut dire que la majorité des types 1 bis et l'autre des types 2 en grande majorité. Et ce qu'on voit, c'est que en fait, leurs besoins, leur amélioration motrice sur le score de Hein est avérée, mais que leurs besoins, que ce soit de ventilation ou leurs besoins de support nutritionnel, c'est-à-dire de gastrostomie, à 6 mois a augmenté. C'est-à-dire que là encore, les enfants s'améliorent un peu sur le plan moteur, mais il y a encore du boulot pour les gens qui veulent ventiler les enfants. Alors, entre-temps,
la thérapie génique arrive. Là, nous reprenons le même scénario, hein, c'est-à-dire que là, on va remplacer le gène directement. C'est une injection unique une fois. Il faut savoir qu'on a l'autorisation d'utilisation sur le marché pour la myotrophie spinale de type 1 âgée de moins de 2 ans en France. Donc, on peut faire une ATU nominative pour avoir ce type de traitement. Ça coûte 2 millions d'euros et c'est une injection unique. Et il y a uniquement quelques sites en France qui ont l'autorisation d'utiliser la thérapie génique. À l'heure actuelle, il y a 5 enfants qui ont été traités depuis le mois de juillet, puisque l'ATU est possible depuis juillet, et que là encore, on a essayé de mettre des critères un peu stricts pour ne pas faire n'importe quoi. C'est-à-dire, on a décidé que ne seraient traités par thérapie génique que des enfants qui n'avaient pas d'atteinte bulbaire nécessitant une alimentation par sonde gastrique ou un support ventilatoire au moment où on instituait la thérapie génique. Alors, c'est un choix qui a été fait, qui était un peu calé sur l'essai thérapeutique qui avait été fait aux États-Unis, qui est un essai qui a montré un bénéfice clair, surtout si on traite très précocement les enfants, mais qui est extrêmement flou, là encore, sur le devenir respiratoire et ventilatoire de ces enfants. Vous allez me dire, c'est parce qu'ils n'ont pas assez de recul. Il y a quand même plus de 2 ans et demi de recul, mais en termes de données ventilatoires, ça reste extrêmement faible. On n'a pas de FR, on n'a pas de mesure des capacités respiratoires, on a juste la notion qu'il n'y a aucun enfant ventilé 24 heures sur 24 et que la majorité sont ventilés moins de 16 heures. Donc il faut rester prudent sur les bénéfices des traitements. Le dernier élément, c'est donc la dernière molécule qui est Peros, qui pour l'instant n'est pas encore sur le marché, mais va arriver dans les 2-3 mois qui viennent, qui va être, je dirais, plutôt un concurrent en termes de mercato avec ce qui se passe avec le nusinersen, mais ça, on y reviendra. Donc ce qu'on voit à l'heure actuelle, c'est qu'on a 3 thérapies innovantes. Les 3 ont la même tendance, une amélioration motrice indiscutable, qui est variable selon l'âge de début d'initiation du traitement, des molécules quand même très coûteuses, ça c'est clair, et par contre un besoin, en tout cas pour l'instant, dans ce qui est les traitements supportifs, c'est-à-dire nutrition entérale ou support ventilatoire, qui reste quand même important, et surtout un profil de malade qui change. Parce que ces type 1 avant, on ne mettait pas en place de traitement supportif agressif, pas de ventilation non invasive et pas de trachéotomie. Donc ces enfants décédés. Là, ces enfants bougent un peu mieux, vivent, mais pour un certain nombre d'entre eux, au prix d'un support ventilatoire et éventuellement d'une nutrition entérale. Donc toute la difficulté, c'est, je ne dis pas que c'est bien ou mal, hein, je ne juge pas, en tout cas pas devant vous, mais ce qui est clair, c'est que ça pose quand même le problème du choix de ce que l'on fait, et on n'est pas dans la guérison, on est dans la modification du profil de ces enfants. Et donc la question, c'est la place des parents dans la prise de décision, la charge, je dirais, en termes de soins de ces patients, et là c'est juste pour vous montrer que les papiers pleuvent au fil des années, dans les 2-3 dernières années, sur le rôle des parents, des caregivers et du coût médico-économique de ces traitements, non pas simplement au moment de l'administration du traitement, mais sur le profil d'enfants et de futurs adultes qu'on va faire avec ce type de traitement. Et que donc ces nouveaux essais thérapeutiques ou ces nouvelles molécules, elles brouillent un peu les pistes, parce que d'abord il y a des espoirs parentaux fous, et donc on est obligé quand même de les modérer dans leurs espoirs. Ça brouille les lignes parce que les standards CARE qui étaient valables il y a 10 ans, ils sont plus valables. Ceux qui ont été faits il y a 5 ans, ils sont déjà plus valables. Et ceux de demain, on ne sait pas comment on va les écrire. La deuxième chose, c'est qu'en gros, il ne va plus y avoir de type 1 qui meurt si on traite tout le monde, mais on va avoir des types 1C ou des types 2 qui vont avoir besoin d'un support ventilatoire. Donc, quel type de patient on va faire? Et donc, notre surveillance, nos choix de traiter, nos choix de ventiler vont être évidemment conditionnés par ce nouveau profil de patient. Donc il y a des papiers de réflexion éthique sur le sujet que je vous suggère de lire qui sont tout à fait à l'ordre du jour. Et ce qu'on voit, c'est que ces essais de nouveaux traitements, ils ont amené d'une part à une sorte d'over-optimisme, c'est-à-dire il faut bien clairement définir avec les parents le risque du traitement, les bénéfices attendus ou quels bénéfices cette personne attend de ce traitement, en particulier le nusinersen par exemple chez les adultes. Est-ce que la personne attend de pouvoir mieux bouger une main? On ne va pas la guérir, on ne va pas jeter à la poubelle son ventilateur. Donc est-ce que le fait de mieux bouger une main ou de mieux commander son fauteuil électrique
et pour elle un objectif suffisant justifiant une injection intratécale tous les 4 mois. D'accord ? Donc c'est bien définir l'objectif, sachant que chez l'enfant on est en difficulté, et puis dire qu'on n'est pas dans la guérison, et souvent on a des attentes très disproportionnées par rapport à l'objectif, en particulier en pédiatrie, où je vous rappelle que c'est les parents qui sont en première ligne. Donc évidemment il y a une incertitude sur le long terme de ces traitements. Il y a cet over-optimisme qui fait qu'on a eu tendance à ne pas regarder la fonction respiratoire, et il est indispensable que ces patients soient suivis et évalués sur ce sujet-là. Donc on a discuté avec Brigitte Fauroux, on a travaillé ça un peu avec Susanna Quijano, et on est en train d'essayer de recueillir les données respiratoires de ces enfants. Mais c'est très difficile, par exemple, en dehors de la durée de ventilation, s'ils sont ventilés, de faire des mesures, je dirais, correctes de la fonction respiratoire chez des tout-petits. Donc on est encore assez démunis en termes d'outils. On est en train d'essayer de mettre ça au point. Et puis évidemment, arrive très rapidement le fait que les standards CARE ont été modifiés, qu'on a modifié l'histoire naturelle, et donc quid de la trachéostomie? Est-ce qu'il faut la faire dans les formes précoces en se disant qu'ils vont s'améliorer grâce à nos traitements? Quid de ces atteintes bulbaires qu'on ne traite pas avec le nusinersen en particulier? Quid des choix éthiques, existentiels de ces patients? Est-ce que les parents peuvent par exemple demander le traitement par nusinersen mais refuser un support ventilatoire? Cet enfant va un peu mieux au niveau de moteur, mais pas beaucoup mieux au niveau respiratoire. Donc on voit, est-ce qu'il faut décider d'arrêter les traitements chez ces petits quand on ne voit pas d'amélioration au bout de quelques mois? C'est des questions pour lesquelles évidemment il n'y a pas de solution. Et dernier point, c'est qu'arrive inévitablement la célèbre question du screening néonatal et des traitements présymptomatiques, puisque ce qui a été montré, c'est que quand vous traitez ces enfants avant qu'ils soient symptomatiques, que ce soit par nusinersen ou en thérapie génique, on a une réponse bien meilleure. C'est QFD, la première diapo que je vous ai montrée. Quand il vous reste des motoneurones, ça va mieux que quand il n'y en a plus. Vous avez beau mettre des traitements merveilleux, vous n'allez pas changer totalement la vie de l'unité motrice qui n'existe plus. Et donc à l'heure actuelle, toute la discussion ou la bataille, elle est sur évaluer correctement ces thérapies extrêmement coûteuses, savoir ce que ça veut dire en termes de bénéfices respiratoires. Et vous voyez que là, on est très pauvre et qu'il y a vraiment un travail à faire, qui a été soigneusement évité, soyons clairs, par les labos et les gens qui ont designé les essais thérapeutiques, parce qu'ils ne voulaient pas en entendre parler. Et deuxièmement, ils savaient qu'il y avait peu de chances d'avoir quelque chose de statistiquement significatif, alors que les scores qui ont été utilisés, qui travaillent sur des fonctions motrices extrêmement simples, ils avaient une petite chance chez les enfants tout petits de sortir rapidement quelque chose de significatif. Et je vous rappelle que le endpoint, le primary endpoint, c'était la survie. Et la survie, elle est inévitablement biaisée quand vous mettez en place une VNI et une gastrostomie, ce que vous ne faisiez pas préalablement. Donc je ne dis pas qu'il ne faut pas utiliser ces nouvelles thérapeutiques, mais ça veut dire qu'elles nous posent quand même beaucoup de questions éthiques, de choix, d'information, et surtout qu'il n'y a pas eu de bonne préparation à l'évaluation de la fonction respiratoire et des besoins respiratoires qui vont rester importants chez ces enfants et ces futurs adultes. Donc rassurez-vous, vous avez encore des clients. Merci. Merci Isabelle pour cette présentation que tu as faite avec la clarté et la franchise qui te caractérisent et qui t'honorent. Le débat va certainement de toute façon se prolonger au fur et à mesure des congrès à venir, neuromusculaires, neuropédiatriques, neurologiques, puisque c'est quand même un sujet extrêmement d'actualité. Donc il y a probablement une ou deux questions. Bon, on peut rajouter que pour les adultes, le problème est aussi délicat dans la mesure où on a à la fois des difficultés d'évaluation respiratoire et musculaire, faute d'histoire naturelle de ces patients. Et donc on est aussi confronté, c'est ce que tu as un petit peu dit, à la difficulté de savoir où on va. Et d'où l'intérêt de se coordonner, de passer par des filières de soins. Donc on a beaucoup parlé aujourd'hui de réseaux et de filières neuromusculaires, pédiatriques, adultes, où il faut absolument que ces sujets soient discutés, les indications thérapeutiques discutées et les questions éthiques débattues. Oui, je voulais savoir si malgré les soins supplémentaires, gastrotomie, ventilation éventuellement, qui se rajoutaient, qu'il n'y avait pas avant, les enfants pouvaient rentrer plus facilement chez eux ou pas du tout?
Alors, faut être clair, la majorité sont chez eux. Ils ne sont pas à l'hôpital. Ça, encore heureux, on n'en est quand même pas à ce stade-là. Mais on va faire peser sur les parents et sur l'enfant une charge de soins extrêmement importante. Donc, je ne sais pas si vous avez bien retenu la diapo, mais vous avez vu que dans les types 1, quand même, en France, on a 2/3 des enfants qui ne sont pas traités et simplement 1/3 qui a été traité. Et ce n'est pas parce que c'est une discussion qu'il y a eu avec les parents et les médecins sur le choix de traiter ou de ne pas traiter, c'est-à-dire quand on considérait que l'enfant avait déjà une atteinte extrêmement grave sur le plan respiratoire, ne déglutissait pas et qu'on avait un bénéfice attendu qui allait quand même être limité, en dehors du fait qu'il n'allait pas mourir. Il y a eu une discussion très honnête avec les parents et vous voyez que même que dans 2/3 des cas, les parents ont choisi, avec les médecins, de ne pas traiter. Ce qui est extrêmement différent des autres pays d'Europe où le nusinersen est ouvert comme un robinet, et en particulier en Italie ou en Allemagne, où en fait on traite tout le monde sans discussion. Et puis vous avez l'excès inverse ou l'arme inverse, qui sont la Grande-Bretagne, où on ne traite personne. Comme ça, et la Hollande. Alors moi je voudrais aussi faire un parallèle avec une autre, dans cette problématique de l'impact des nouveaux traitements sur la prise en charge respiratoire, dans la maladie de pompe. Il y a les formes pédiatriques où on a un petit peu cette problématique, mais comme il y en a beaucoup moins, le problème est moins en lumière. Et dans la forme de l'adulte, moi ce qui m'a frappé, c'est que maintenant il y a énormément de patients adultes traités par enzymothérapie, et dans certains cas, on a l'impression qu'on oublie de s'occuper de l'atteinte respiratoire. Et moi j'ai vu des patients qui ne se faisaient plus suivre sur le plan respiratoire en se disant je suis traité, donc de toute façon ça va aller mieux. Et puis peut-être aussi des médecins, pas forcément dans des centres neuromusculaires, qui perfusent les patients et qui oublient que c'est des myopathies et qu'il faut suivre le diaphragme jusqu'au jour où ils font une décompensation et où ils se retrouvent en réa. Donc il faut absolument continuer à surveiller ces patients sur le plan respiratoire plus. Ça a été une grande bataille parce que sur les enfants, les types 2 qu'on a traités précocement, c'est-à-dire à partir de l'âge de 1 an au moment du diagnostic, les parents, au bout d'1 an ou 2 ans, ont tendance à dire « mais pourquoi vous nous parlez d'un corset alors qu'il est traité ?» Oui, mais il va peut-être quand même faire une scoliose, et il y en a qui ont fait des scolioses, donc ça ne dispense pas d'un corset s'il en a besoin. Et pourquoi vous voulez absolument lui faire de la rééducation respiratoire avec du relaxateur de pression puisqu'il est traité? Ainsi, parce qu'il faut quand même que son poumon grandisse. Et troisième perle, pourquoi vous voulez le vacciner? Maintenant qu'il a le traitement, on ne va pas en plus le vacciner. Vous vous rendez compte, il y a de l'aluminium dans le traitement, dans le vaccin. Ouais, attendez, là, madame, on vient de lui faire une thérapie génique et vous me parlez de l'aluminium du vaccin. Là, je parle de choses réelles. C'était il y a 15 jours quand même. Donc, voilà. Donc, c'est pour vous dire quand même qu'il y a un problème en plus de proportion et de banalisation de ce type de traitement. Alors qu'il faut absolument que les standards care et la prise en charge et le suivi de ces enfants et de ces adultes, s'ils bénéficient de ce type de traitement, soient justement extrêmement proches et de qualité. D'abord pour savoir ce qu'on fait et deuxièmement pour ne pas passer à côté de certaines choses. Chance de récupérer les adultes qui ont du nusinersen et de faire des EFR à chaque fois. Donc les patients qu'on voyait tous les 5 ans pour faire des EFR, maintenant on les voit presque tous les mois. Et donc c'est une vraie question. Hein. Je ne vais pas juger sur la fonction motrice chez les adultes, c'est des types 2 et des types 3. Mais sur le plan respiratoire, c'est des patients pour lesquels on a vu une stabilité ventilatoire, en tout cas la capacité vitale, les pressions, tous les paramètres stables, et ça reste stable sous traitement. Donc ma question c'est pourquoi quelle est l'indication du traitement chez ces patients qui sont stables? Je ne parle pas des types 3 qui sont stables et qui ne vont pas s'améliorer, si j'ai bien compris. Mais s'il n'y a plus de motoneurones, je veux dire, voilà. Donc c'est une question physiopathologique, hein, c'est pas une question éthique. Hein. C'est s'il n'y a plus de motoneurones, s'ils sont stables, qu'est-ce qu'on attend du nusinersen?
Je suis modérateur, hein, donc je ne réponds à aucune question. Alors, moi, je vais répondre une réponse de Normande. Ce qu'on a vu dans les 100 enfants là, où on est plus d'un an de traitement, ce qu'on a vu, et qui n'est pas d'ailleurs publié de façon très claire, c'est que ceux qui s'amélioraient vraiment sur le plan moteur et qui gagnaient réellement des fonctions, c'est les petits. C'est-à-dire que quand tu les as traités avant l'âge de 5 ans. Quand tu es au-dessus de 5 ans, le bénéfice avec les outils qu'on utilise en termes de mesure est beaucoup moins net et il a l'air d'être installé sur des fonctions motrices plutôt un peu distales et sur la fatigabilité. Donc tu vois qu'on arrive à des choses assez subtiles. Quant à la fonction respiratoire, en tout cas chez l'enfant, pour l'instant, on n'a pas assez de data pour dire ça ne fait rien ou autre, parce qu'on suivait la croissance pulmonaire de ces enfants et on la voyait s'arrêter sournoisement assez rapidement vers les 5-6 ans en moyenne, sachant qu'ils étaient déjà en dessous de la courbe et puis on la voyait s'aplatir malgré l'alpha-200, malgré la VNI et on voyait bien l'indicateur. Donc là, à l'heure actuelle, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on allait regarder s'il faisait moins d'infections respiratoires, parce que c'était un très bon indicateur de ça, et si on voyait un aspect de la croissance pulmonaire un peu se modifier, mais c'est brouillé par le fait qu'en même temps, on est plus proactif, c'est-à-dire qu'on met plus vite les VNI, et donc on va avoir un effet mécanique qui ne sera pas lié au traitement, à mon avis. Quand même dire un mot pour Frédéric. Ce qu'on attend dans les patients adultes type 2 ou 3, c'est quand même la motricité. On est d'accord qu'on n'attend pas d'amélioration respiratoire. Donc peut-être qu'il faut moins les surveiller sur le plan respiratoire, mais il faut qu'on ait les données d'histoire naturelle pour nous le dire. Oui. Oui. Oui, ils ont une maladie évolutive sur le plan moteur. Et elle est très lentement évolutive, mais elle l'est quand on a l'habitude de les voir. On les voit perdre des points consciencieusement. Et les MFM l'ont montré, en tout cas chez les enfants et les ados, c'est clair. Après, elle est évolutive dans la subtilité. Et moi, une des questions pour dire que ça vaut peut-être le coup de continuer à leur faire des EFR, hein, j'en sais rien, c'est que tu sais, c'est quand même la fonction diaphragmatique qui est la plus préservée dans la myotrophie spinale. Et donc, ils ont bien encore quelques motoneurones qui font travailler leur diaphragme, j'espère. Voilà. Et donc, ce qu'on peut voir, c'est est-ce qu'on ralentit cette dégradation du diaphragme qui, à un moment, finit par rendre... Vous ne le voyez pas. Parce que nous, on le voit dans les types 1 qui décédaient, on voyait bien les intercostaux disparaître en signal, et à la fin, le diaphragme qui rendait l'âme. Hein. Ils sont extrêmement stables, ces patients-là. Ah non, on voit très très peu de modifications. Il y en a certains qui sont un peu évolutifs, mais c'est vraiment... Ouais. Bien sûr. Tout à fait. Oui. Mais il y avait une évolution de la fonction respiratoire. Nous, ce qu'on va voir, c'est chez les petits où tu es dans un truc en croissance, donc ça va être un peu plus touchy. Mais c'est pour ça qu'avec Brigitte Fourou, on essaie de faire des EFR où on mesure vraiment la fonction diaphragmatique et les intercostaux un peu dissociés pour voir si on voit apparaître quelque chose chez ces enfants traités. Mais après, il y a la négociation, c'est un peu comme le vaccin avec l'aluminium, c'est aller négocier les EFR un peu plus complexes avec une mesure de capteur de pression et choses où les parents n'ont pas très envie, quoi. Et c'est vrai que les publics internationaux ne nous aident pas, puisqu'il n'y a rien sur le sujet. Donc, pour ne pas inquiéter les gens, on n'en parle pas, quoi. C'est beaucoup plus simple. Très bien. Je remercie les orateurs.